Bonjour à tous, très content d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter ces quelques petits travaux faits dans les Hauts-de-France. Donc on va parler d'espèces cryptiques en fait, même avant l'heure entre guillemets par rapport aux présentations de demain. Donc il s'agissait d'un travail en fait sur la musarine carrelée à l'échelle des Hauts-de-France et en particulier de l'Aisne dans un premier temps. Alors je tiens à remercier, qui n'est pas remercié à la présentation, mais François Léger, parce qu'en fait ce travail vient de discussions lors d'une précédente rencontre ici, où François m'avait dit que ce serait bien de se pencher sur la question dans les Hauts-de-France. Et ben on a attendu 2 ans, 3 ans pour le faire, le temps de monter quelques petites choses, et puis on s'est penché sur la question. Alors, juste un petit rappel sur la musarine carrelée, donc il s'agit d'une espèce qui En fait, il s'agissait d'une espèce décrite par Miller en 1928, qui ensuite est devenue 3 espèces suite aux travaux principalement de Hausser dans les années 76-78. Et donc la musarine carrelée est devenue une musarine couronnée, qui est la plus commune en France. La musarine carrelée en elle-même et la musarine du Valais, qui ne nous concerne pas dans les Hauts-de-France. Alors, c'est un petit aperçu de la répartition qu'on trouve sur l'INPN et sur l'UICN. Donc en gros, ça c'est ce qui est le préalable duquel on partait, avec musarine carrelée présente dans les plaines du nord-est et sur les arcs montagneux, également les Pyrénées, musarine couronnée dans l'essentiel de la France, et la musarine du Valais uniquement sur l'arc allemand. Alors, on a aussi regardé un petit peu ce qu'en disent nos voisins dans leurs atlas plus ou moins anciens. Donc sur les Ardennais, enfin chez les Ardennais, les 2 espèces sont soupçonnées sans être différenciées dans l'atlas. Et il est dit dans les petites lignes qu'il serait intéressant de se pencher sur la question un jour. Pour faire simple. Confirme. Chez les Normands, alors là c'est l'ancien atlas, le 2002, il y a une petite ligne qui dit « La Normandie n'est occupée que par le Sorex coronatus, comme l'ont prouvé les échantillons déterminés avec précision de plusieurs départements. » Voilà. Ça va être discuté, à mon avis. Alors, autre préalable, en fait, c'est de là qu'on était parti aussi sur notre envie de travailler dessus, c'est sur des suspicions, des présomptions liées à des analyses de pelote. Alors, on ne s'est jamais autorisé à attester de la présence sur cette là-dessus, sur ces simples éléments. Mais dès 2011, en fait, sur les forêts du nord-est de l'Aisne, dans des énormes lots de pelotes de chouettures, on avait clairement 2 formes de mandibules extrêmes qui correspondaient, d'après la littérature, à ce qui pouvait être de la carrelée et de la couronnée en sympatrie sur ces boisements, avec plein de questionnements plein d'envie de le confirmer surtout. Alors, si on reprend ça, c'est complètement logique en fait. Ce serait complètement logique sur les forêts du nord-est de l'Aisne, puisqu'on est en jonction avec les Ardennes où elle a été suspectée. On est dans la zone tout juste colorée en orange sur les sites de l'UICN. Donc effectivement, il y a une certaine logique au-delà de la présomption à ce qu'elle soit présente. Je n'ai pas évoqué les Belges, mais les Belges sont aussi des voisins. Pas précieux que pour les bières. Les Belges ont fait des gros travaux, notamment l'Université de Liège sur l'ensemble de la Belgique. Et ils ont trouvé les 2 espèces en sympatrie quasiment sur tout leur territoire, avec des gradients, plus on descend vers le sud-ouest, moins on a de carrelés, plus on monte vers le nord-est, moins on a de couronne. Donc là encore, il y avait une logique à ce qu'elle soit présente. Donc, je laisse la parole à Perrine pour la partie CPI. Suite sur cette zone qui nous paraît intéressante au niveau de la musarine carrelée et de la musarine couronnée, donc on a on a voulu cibler un petit peu ces 2 espèces dans le massif des Trois-Rivières, donc le massif de Saint-Michel, nord-est de l'Aisne, zone qui serait probable pour les 2 espèces. Donc on a utilisé différentes techniques pour voir un petit peu ce qui fonctionnait le mieux. Donc dans un premier temps, on a surtout utilisé des pièges INRA. Donc on les posait assez tard le soir, on les relevait très tôt le matin, donc avec en général vers 5h du matin. Et pour optimiser, pour limiter nos déplacements et optimiser ce temps de pause, on installait la tente en forêt directement pour être sur place dès que possible.
Donc on a surtout utilisé cette méthode en juillet dans un premier temps, voilà, période qui nous paraissait optimale par rapport à l'espèce. Les individus sont assez dynamiques, mais assez peu de résultats. On avait eu une Sorex uniquement sur cette étude, donc pour 6 nuits de capture. Et chaque nuit de capture, on avait posé 54 pièges, en général répartis sur 2 zones différentes dans le massif. Et donc on est passé ensuite, on a laissé un petit peu passer de temps, et on a une autre période qui nous paraissait optimale, donc avec la répartition, donc les jeunes qui se dispersent après. Donc en septembre, on a de nouveau posé des INRA et on a également ajouté des pièges-pots. Donc pièges-pots, c'est des grandes boîtes de conserve qu'on enterre au fur et à mesure et on y place de la litière. Et on va les relever tous les matins. Donc là, voilà, on a utilisé ces deux méthodes et aussi, voilà, autant que possible, on avait également la prospection, donc c'est les analyses de restes dans les canettes. C'est parfois utile les canettes. Et donc voilà nos résultats. Donc pour la partie des INRA, donc on a eu 39 micromammifères qui ont été capturés, dont 2 Sorex du complexe Araneus coronatus, donc pour 324 pots pièges qui ont été posés. Et pour les pièges-pots, donc on a eu 7 micromammifères, donc beaucoup moins, et par contre 3 Sorex Araneus coronatus. Et au niveau des résultats, donc sur le même massif, on a les 2 espèces. Donc on a eu sur les analyses génétiques, donc on a envoyé 8 échantillons de Sorex. On a eu 3 retours positifs pour la Sorex Araneus et 1 retour positif pour la Sorex coronatus, et d'autres résultats non exploitables. On a voulu étendre l'étude cette fois-ci, donc on a changé de massif et donc on a étendu dans tout le nord de l'Aisne, donc sur d'autres massifs similaires. Donc toujours avec la méthode des pièges INRA et avec la méthode des pièges pots. Donc cette fois-ci, on a eu 5 micromammifères avec les pièges INRA. Donc pour optimiser encore notre temps de pause, on essaie de les relever toutes les 4 heures pour limiter la mortalité. Donc là, le plus simple, c'était pareil, de nouveau, nuit en bivouac. On les posait le soir, on les relevait la nuit, et on les relevait une nouvelle fois, donc assez tôt le matin. Donc voilà. Bon, je vais accélérer, je me fais disputer sinon. Et donc les pièges pots, donc pareil, on a posé donc, par bloc de 5 pots à chaque fois dans les massifs. Et donc là, on a eu 7 Sorex Araneus coronatus, donc au total, on a eu 20 micromammifères. Donc de tout ça, on a envoyé 10 échantillons en analyse. On a obtenu voilà, donc différentes espèces. Donc voilà, tous nos sites de prélèvement. Donc en jaune, ce sont tous les résultats qui sont revenus positifs pour la Sorex coronatus. Donc en 2024, on a uniquement les résultats pour la Sorex coronatus. Aucune Sorex Araneus, donc hormis celle qui avait été détectée en 2023. Et par contre, un grand nombre de retours avec de l'ADN non exploitable. Juste une précision par rapport à ce que présentait Perrine. On a ciblé les milieux les plus froids et les plus humides du nord de l'Aisne, en fait. Donc il y avait une volonté à se poser dans des milieux tourbeux, à des fonds de vallées tourbeux, etc., et dans des boisements les plus anciens possibles. En fait, l'idée c'était d'optimiser, enfin de cibler les milieux qui se paraissaient les plus optimums dans la probabilité qu'il y ait de l'Araneus. Alors, on a... Oula, le titre est tout bizarre. Problème de police. Alors, en parallèle de ce travail réalisé par le CPE des Pays de l'Aisne sur le nord de l'Aisne, sur les 2 années, il y a eu 2 découvertes fortuites, alors une réellement fortuite. C'est un chargé d'études de Picardie Nature qui est, en faisant de l'analyse de pelote de réjection trouvée dans un marais, qui est tombé sur ce crâne et ses mandibules qui... Il y croyait dur comme fer, ça pouvait être de l'Araneus. C'était dans le sud-ouest de l'Oise, à quelques kilomètres de la Normandie. Et il a, par des amitiés avec des chercheurs de l'UPJB, de l'université d'Amiens, il a fait analyser gratuitement ces échantillons. Ça a pris beaucoup de temps, parce que comme c'est du gratuit, c'était long. Et quand il a eu ses résultats, on a ouvert les bouteilles, c'était de l'Araneus, confirmé sur... donc il avait une F1 à garder, à transmettre et à être très patient pour avoir ses résultats. Et donc, grande découverte, hein, au-delà de ce qui était suspecté dans le nord-est de l'Aisne et ce qui était confirmé par le CPIE, une découverte à l'opposé, sud-ouest des Hauts-de-France, dans le sud-ouest de l'Oise, donc dans le Vexin.
Autre découverte, alors celle-ci était un peu moins fortuite, une grosse étude réalisée par par Picardie Nature et par le GON, le groupe ornithologique et naturaliste du Nord, qui en fait réalise une étude sur les micro-mammifères, enfin les mammifères plus globalement, des ripicines. Et donc dans ce cadre-là, il y a des pièges à poils, des pièges à fesses, etc., plein d'autres choses. Et il y a eu énormément d'échantillons de transmis et d'analysés via le Grège par l'Université de Liège. Et dans ces très nombreux échantillons, il y a eu un petit peu de Crossop, etc., il y a eu un peu de Coronatus, et grande surprise de la réception de ces résultats, il y avait de l'Araneus. Et donc ces Araneus, elles étaient en 3 endroits. Alors à chaque fois dans des cadres, dans des milieux qui vont avoir une certaine similitude, fond de valleux, tourbeux, froid. Donc en vallée de la Canche, dans le Pas-de-Calais, en vallée de la Somme, dans la Somme, et en vallée de la Selle également, un peu plus à l'ouest dans la Somme, au sud-ouest. Donc à la fois des fesses et en même temps des poils. En total, il y a 4 échantillons positifs, dont 2 échantillons sur le même site. Donc ce qui nous donne une carte à ce jour, alors, qui va évoluer, puisqu'on a des échantillons qui sont en cours de réexamen, parce qu'on n'était pas satisfait de nos résultats, en termes de nombre d'échantillons qui ont pu donner quelque chose. Mais pour l'instant, on en est là. De ce qui est avéré d'Araneus en Haute-France, c'est les 4 points. Donc, un sur le massif d'Hirson Saint-Michel, où c'était fortement suspecté depuis plus de 10 ans. Alors, les milieux sont toujours des milieux humides, toujours des milieux boisés. Et puis, petite analyse biogéographique de tout ça à l'échelle des Hauts-de-France. En fait, on est sur les milieux les plus froids et les plus humides des Hauts-de-France pour différentes raisons topographiques et climatiques. Donc en forêt de Saint-Michel et d'Hirson, on est sur les hauteurs entre guillemets des Hauts-de-France. Alors attention, toute relative, on est en Hauts-de-France, donc c'est du 280 mètres, mais c'est des hauteurs pour chez nous. C'est en même temps les endroits les plus humides. On voit sur les cartes de droite, on est à la fois en bleu et en haut, donc humide et froid. Pour le Vexin, en fait, le Vexin, c'est une succession de hauteurs et de creux avec des anciennes tourbières dans les creux. Et dans ces anciennes tourbières, on a des reliquats montagnards, enfin des espèces d'affinités nordico-montagnardes. Et donc, une certaine logique. Et pour ce qui est des vallées de la Selle, de la Canche et de la Somme, on est sur des fonds de vallée très encaissés, assez larges, humides, fortement boisés, avec des tourbières alcalines. Les tourbières de la Somme sont parmi les plus grandes tourbières alcalines de France. Et donc là encore, on a des microclimats particulièrement froids, avec beaucoup de reliques glaciaires au niveau de la végétation notamment. Donc voilà nos résultats, et de là en fait on se dit que on va continuer, on va notamment aller explorer un peu le nord, parce qu'il y a aussi des très belles tourbières dans le nord qui ont aussi beaucoup de reliques continentales, enfin d'espèces d'affinités continentales. En gros, là où il y a de l'Aranar vallis, ce serait quand même fort probable d'avoir aussi de l'Araneus. Et puis on se dit qu'arriver à 5 km de la Haute-Normandie, les Normands vont pouvoir travailler un petit peu, parce que ce serait dommage de se limiter à la... donc voilà. Tac. Et donc on a beaucoup de monde à remercier, puisque sur 4 ans de travail et 3 structures... Et je suis juste à l'heure pour les questions. Oui, j'avais une question au niveau des analyses génétiques. Quel type de matériaux vous envoyez? Est-ce que vous avez une réponse quant aux analyses qui sont impossibles à réaliser Alors les échantillons dépendent de ce qu'on capture en fait. Si bien sûr sur les pièges à fesses pour Picardie Nature, c'est des crottes qu'on envoie. Pour tout ce qui est pièges à poils, on envoie des poils tels qu'ils sont récoltés, avec une préparation par le Grège et une transmission à l'Université de Liège. Pour ce qui est de l'étude du CPIE, quand c'est des animaux vivants, donc ça représente une bonne partie quand même heureusement, on arrache des petites touffes de poils, on vérifie qu'on a bien les bulbes, on met en enveloppe Kraft et ça part à Antagène.
Et pour ce qui est des animaux morts, on en a quand même aussi quelques-uns. On prélève le bout de la queue, en fait, on le met en tube d'alcool et ils nous sont fournis par Antège. Merci. Merci, je suis à votre droite. Okay. Moi, je voulais savoir, sur les sites où vous avez eu du coup la Rhaneus, est-ce que vous avez eu aussi la Coronatus ou est-ce qu'elles s'excluent mutuellement? Alors non, il n'y a pas d'exclusion. Alors sur les résultats de Picardie Nature, j'ai pas le détail sur l'étude ripicide. Il faudrait regarder sur les tronçons si... pour tout dire, on a eu les résultats la semaine dernière. Donc, et on ne s'est pas croisé avec le chargé de mission qui suit ça à Picardie Nature. Pour ce qui est du CPE, c'est évident. En fait, sur le massif de forêt de Saint-Michel, on a 4 points positifs en analyse génétique. Sur ces 4 points, le plus central, c'est de la Coronatus, et les 3 qui l'encadrent, c'est de la Rhaneus. Donc sur un même massif forestier, en continuité, voilà. Coronatus en plein cœur, sur un talus qui surplombe de 10 mètres un fond de vallée. Donc en fait, on est quand même en ambiance humide, fraîche. On a une Coronatus en plein cœur du massif. Et puis sur les zones de... Donc les 2 points, le point tout au nord, c'est une zone de source de plateau. Bon, là, on a Rhaneus. La partie à l'ouest, là, on est dans un fond de vallée franchement tourbeux, humide, froid, hyper caractéristique. Sur le Brugnon, on a de la Rhaneus. Et sur le fond de vallée du Gland, on est aussi sur de la Rhaneus. Donc, non, il y a de la sympatrie, clairement. Et là, on peut juste dire qu'a priori, Rhaneus est dominant sur Coronatus en termes de prévalence, mais c'est basé sur 4 échantillons. Mais il y a vraiment de la sympatrie au sein d'un même milieu. D'ailleurs, les Belges le mentionnaient également sur les résultats des Belges près de la frontière. Vous avez les 2 espèces parfois dans le même massif forestier, donc c'est concordant avec ce que disaient les Belges. Merci Gwenel et puis Karine pour l'exposé. En fait, nous en Lorraine, on a, avec le groupe d'études mammifères de Lorraine, nous avons commencé également des prospections et des piégeages. Et je prends le cas de la forêt de la Reine, qui est dans une dépression humide argileuse, entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Et donc, on a trouvé les 2 espèces dans la même forêt. Et il semble que vraiment, partout où c'est très humide, au bord des étangs, parce que c'est une forêt avec beaucoup d'étangs, on a Sorex araneus. Et dès que les habitats sont plus drainés, on a Sorex coronatus associé à Crocira le codon, à la musarine bicolore. Voilà. Et autour de Nancy, dans les échantillons qu'on a pu obtenir, on a, c'est des secteurs plus atlantiques, donc là on a uniquement Coronatus. Donc il semble bien que dans le Grand Est, enfin en Lorraine en tous les cas, là où c'est très humide, on a plus de chances de trouver Araneus, quoi. Et dans le massif vosgien, où on a fait également des prélèvements, on a pour l'instant, je pensais trouver que l'Araneus, et pour l'instant je n'ai trouvé que la Coronatus, en altitude. Donc c'est assez contradictoire par rapport aux données des Suisses, mais bon, il faut poursuivre le travail. Et ben, je suis super heureux que vous ayez voilà, fait ce travail. Et nous, on va vous apporter aussi des éléments pour le Grand Est. Voilà. Merci François. Alors, Coronatus, je disais en plein cœur de la forêt, juste une chose que j'ai pas... En fait, là, sous l'étiquette, il y a la zone la plus sèche et la plus chaude de la forêt. Et donc, c'est pas déconnant avec ce que tu dis. En fait, c'est la partie la plus chaude et la plus sèche de la forêt. En fait, on a Coronatus à moins de 100 mètres. Et donc, il y a effectivement cette répartition humide-sec, en fait, qui quand même semble se faire au sein du massif. alors ici, non, c'est ici. Pour information, on peut compléter un peu ce que vient de dire François pour la partie sud-est de la France, en particulier la région Rhône-Alpes. Là, c'est assez connu depuis longtemps, mais bon, c'est pas si net que ça. Il y a les 2 espèces, mais surtout la Coronatus plutôt dans les zones basses, et la Carlet, la Rhaneus, plutôt dans les zones d'altitude, avec quand même du chevauchement. Bon, ça, une chose. Et puis l'autre chose, c'est que je m'amuse à faire depuis quelques années, et notamment en parallèle avec la collecte des cadavres pour l'enquête cryptique, c'est de mesurer avant, de récupérer une demi-mandibule et de faire les mesures de la mandibule. Alors, pour essayer de différencier Coronatus, Araneus antinori, puisque j'ai aussi possibilité de voir celle-ci, et donc c'est des mesures qui sont difficiles à faire normalement, parce qu'il y a une formule avec 23 variables, enfin 23 mesures, mais il y a une formule plus simplifiée et qui a l'air de fonctionner, je vous le dis, qui est faisable.
Je m'amuse à le faire, c'est plaisant. Puis ça, pour le moment, bon, je l'ai pas fait sur énormément de bestioles, mais là, il y en a encore une dizaine qui vont partir. J'espère que ça va jouer. Mais c'est toutes les Araneus ont été confirmées, que j'avais déterminées d'après les dimensions, ont été confirmées par les analyses génétiques. Donc ça a l'air de fonctionner. Bon.